came into office, when I was leader of the opposition. And it was clear to me then that we had a shared sense of the dangerous times that we're living through and of our responsibility to step up and to lead. We also share the fundamental belief that we serve our people better, create better jobs and opportunities, make our nation stronger, fairer and more secure if we work together. And the state visit has been a celebration of this relationship, our unique bonds of history and of culture. And today, our task is to look forward, to deliver a step change in this partnership, to meet the challenges of this moment and get the results that people want to see. Starting first with tackling illegal migration. Now, this is a global crisis, and it's a European crisis, but it is also very acutely a crisis for our two nations, a crisis of law, security, humanity, and fairness. We face a sprawling, multi-billion-pound enterprise run by organised criminal gangs, leading hundreds of people to their death in the Channel. So we're determined, together, to end this vile trade. There is no silver bullet here, but with a united effort, new tactics, and a new level of intent, we can finally turn the tables. So I'm pleased to announce our agreement today on a groundbreaking returns pilot. For the very first time, migrants arriving via small boat will be detained and returned to France in short order. In exchange for every return, a different individual will be allowed to come here via a safe route, controlled and legal, subject to strict security checks, and only open to those who have not tried to enter the UK illegally. This will show others trying to make the same journey that it will be in vain, and the jobs they've been promised in the UK will no longer exist because of the nationwide crackdown we're delivering on illegal working, which is on a completely unprecedented scale. The President and I have agreed that this pilot will be implemented in coming weeks. Now, I know some people will still ask, why should we take anyone in? So let me address that directly. We accept genuine asylum seekers because it is right that we offer a haven to those in most dire need. But there's also something else here, something more practical, which is that we simply cannot solve a challenge like stopping the boats by acting alone and telling our allies that we won't play ball. That is why today's agreement is so important, because we will solve this, like so many of our problems, by working together. Just look at the steps the French government is planning, subject to their ongoing maritime review, to allow their officers to intervene in shallow waters and prevent more boats from launching. That is a big step, and I want to thank the President for driving it through. So this is our plan together, hard-headed, aggressive action on all fronts to break the gang's business model, secure our borders, and show that by attempting to reach the UK by small boat will only end in failure, detention, and return. Second, we've also made real progress today on boosting jobs and growth, building on our new agreement with the EU. We're ambitious for what we can do together as G7 economies, close trading partners, and leaders in areas that will dominate in years to come. Together, our countries account for over half of European spending on research and technology. So we've gone further today, collaborating on satellite connectivity, bringing together our leading supercomputers to seize the opportunities created by AI and bringing down barriers to trade and investment in strategic sectors. Just this week, we've welcomed EDF's major investment in Sizewell C, which will create thousands of jobs, boost our energy security, and protect bill payers
for years to come. Third, we've strengthened our work to stand together for European security and in support of Ukraine. Because I'm clear, the security of the British people starts in Ukraine. We have just co-chaired a meeting of the Coalition of the Willing, including representatives from the United States for the first time. We announced plans for a new multinational force, Ukraine, headquartered in Paris, so that we're ready to support a peace deal when it comes. But while Putin turns his back on peace, we are rallying more support for Ukraine right now to defend their people and force Putin to the table. Now, as Europe's only nuclear powers and as leaders in NATO, we play a vital role in preserving the peace and security on this continent. So today we've updated the historic Lancaster House Treaty to protect our people and our way of work. This is a major modernisation. We are overhauling the Combined Joint Expeditionary Force to make it 5 times larger, 50,000 troops strong, able to act across every domain. But we're going further. This morning, we signed the Northwood Declaration, confirming for the first time that we are coordinating our independent nuclear deterrence. From today, our adversaries will know that any extreme threat to this continent would prompt a response from our 2 nations. There is no greater demonstration of the importance of this relationship. And while we stand together for our collective defence, we must also deliver a defence dividend for working people. So we've agreed a deeper industrial partnership today to bring our defence industries closer than ever before. We're not just talking about stepping up. On defence, jobs and growth, we're delivering it. Previous governments tried and failed to secure results like this. We can achieve them now because we've taken the time and the care to do the real work, the quiet, serious diplomacy, to build proper relationships which multiply our strength and the opportunities that we enjoy. So, Emmanuel, thank you so much for being here. We represent 2 fiercely proud and independent nations, but by working together, we are delivering for our people, and we're a force for good in a dangerous world. Thank you, Emmanuel, and over to you. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Keir. Mesdames et Messieurs les ministres, généraux, amiral, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs, je veux d'abord ici remercier Sa Majesté le Roi Charles III pour son invitation à effectuer cette visite d'État, la première d'un président français depuis 17 ans, et pour l'accueil exceptionnel que nous avons reçu avec mon épouse et ma délégation. Et je veux également remercier le Premier ministre Keir Starmer pour la qualité de nos échanges au cours du 37e sommet franco-britannique, aujourd'hui à Downing Street et à l'instant même à Northwood. Monsieur le Premier ministre, cher Keir, vous venez de rappeler dans le détail beaucoup des avancées sur lesquelles nous avons conclu des accords, je le crois, marquants pour les années et les décennies à venir. Je voudrais revenir sur chacun d'entre eux. Et je l'ai rappelé mardi à Westminster, cette visite d'État vient rappeler la force de notre alliance au plan stratégique et la convergence retrouvée autour d'intérêts partagés et de projets communs pour notre avenir à tous. D'abord, en matière de défense et de sécurité. Le Royaume-Uni et la France coopèrent déjà en profondeur. Nous sommes les 2 États dotés de l'arme nucléaire en Europe, les 2 membres permanents du Conseil de sécurité en Europe, les 2 armées d'emploi ayant le plus de capacités et d'expérience de combat, et celles qui font ensemble le haut du spectre des opérations antiterroristes les plus sensibles à la chasse aux sous-marins ennemis. Et nous l'avons encore vu tout à l'heure dans le commandement conjoint pour l'OTAN. Et depuis les traités de Lancaster House, en 2010, nous avons une coopération qui ne porte pas que sur l'équipement et les opérations,
mais aussi sur le nucléaire militaire. Cependant, les temps ont changé et notre partenariat doit aussi évoluer. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de faire des expéditions contre des terroristes dans des États faillis, mais de faire face à un conflit majeur en Europe, impliquant des États sophistiqués à l'horizon des prochaines années. Et dans cette hypothèse, l'Europe doit savoir qu'elle peut compter sur un môle stratégique avec la France et le Royaume-Uni. C'est pourquoi nous avons pris les mesures qui s'imposent, reflétées par la déclaration de Northwood que vous venez d'évoquer. D'abord, sur le nucléaire, nous avons pris 3 décisions importantes. La première concerne notre doctrine. En 1995, à Chequers, nous avions affirmé que nous ne voyions pas de situation où les intérêts vitaux de l'un soient affectés sans que ceux de l'autre le soient aussi. Aujourd'hui, dans le contexte radicalement différent qui est le nôtre, et dans l'esprit de la dimension européenne que j'ai pu déjà évoquer, nous allons plus loin. Nous reconnaissons que nous n'imaginons pas de situation de menace extrême à l'Europe qui ne susciterait pas une rapide réponse de notre part, quelle que soit la nature de cette réponse. La deuxième décision est que nous n'excluons pas la coordination de nos dissuasions respectives. C'est un message que doivent entendre nos partenaires et nos adversaires. La troisième, c'est le choix d'approfondir encore notre coopération dans le domaine de la dissuasion, que ce soit pour la politique, les capacités ou les opérations. Nous avons décidé pour cela d'établir une structure commune, le groupe de supervision nucléaire, qui sera chargé d'animer cette coopération. Ce sont des décisions fondamentales que nous avons prises aujourd'hui dans l'accord signé. Nos 2 pays restent indépendants, souverains, mais nous nous donnons les moyens, lorsque nécessaire, d'œuvrer ensemble à la mesure de l'environnement nettement plus menaçant qui est devenu le nôtre. Au plan opérationnel, nous avons décidé de changer complètement d'échelle la force conjointe, dite TIGEF, que nous avions créée en 2010 et qui est la base de coopération structurante. Nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes, capables d'être employés dans un engagement majeur, ce qui représenterait une multiplication par 5 avec la France et le Royaume-Uni en noyau dur, capable d'agréger d'autres partenaires européens et d'être mis à la disposition de l'Alliance. Notre partenariat donne une crédibilité, une robustesse à ce pilier européen de l'OTAN sur le plan opérationnel et crédibilise aussi l'autonomie stratégique dans laquelle nous croyons. Au plan capacitaire, nous avons décidé d'accélérer les coopérations existantes sur les futurs missiles de croisière et anti-navires, mais aussi de lancer les travaux pour réaliser ensemble les missiles air-air de future génération, les nouveaux missiles de défense surface-air et également, en coopération avec l'Allemagne, les missiles de très longue portée pour la frappe dans la profondeur. Enfin, nous avons acté une coopération de défense accrue dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'espace, du cyber, mais aussi des manipulations de l'information à une époque où nos 2 pays font l'objet de nombreuses menaces hybrides. Vous le voyez, c'est une panoplie complète que nous avons décidée pour faire face à celle de nos défis les plus massifs aux plus insidieux. Le Royaume-Uni a une position singulière en Europe, mais nos menaces n'ont pas de frontières institutionnelles et notre solidarité non plus. Nous pouvons bâtir ensemble sur nos forces évidentes avec le Royaume-Uni, notamment avec l'initiative européenne d'intervention. Dans l'immédiat, ce qui nous unit aussi est la détermination à soutenir l'Ukraine. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous avons réuni la coalition des volontaires, le président Zelensky se trouvant à Rome, présent pour la conférence pour la reconstruction aux côtés de la présidente du Conseil Meloni. C'est avant tout un message d'unité que nous avons démontré une fois encore. Je le rappelle, en février dernier, lorsque nous avons tenu cette première réunion à Paris, quelques semaines après, dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, nous avions une crainte, c'était d'être laissés seuls et au fond d'avoir une divergence transatlantique. Et nous voulions réaffirmer un message de soutien fort aux Ukrainiens. Aujourd'hui, cette unité nous a permis, vous l'avez dit, de rassembler les sénateurs américains qui s'apprêtent à lancer des sanctions supplémentaires et l'envoyé spécial du président
Trump le général Kellogg. Unité donc, mais aussi détermination à agir ensemble, d'abord pour continuer le soutien à l'Ukraine, à très court terme, sur des capacités indispensables, drones, missiles, capacités, mais aussi lutte anti-drone, financement. Pour obtenir le cessez-le-feu, et c'est le sens même des sanctions additionnelles que vous avez prises, du 18e paquet de sanctions européens que nous allons finaliser, et des sanctions que les Américains s'apprêtent à prendre, qui ont cette fonction dissuasive, plutôt de conviction à l'égard de la Russie. Et puis surtout, nous avons pu annoncer la finalisation de la planification militaire que nous avions décidée il y a plusieurs semaines. Et je veux ici remercier l'amiral Radakin et le général Burkhardt pour le travail qu'ils ont pu faire et leur coordination de tous les homologues. 30 pays sont mobilisés et autour de ce partenariat et cette codirection franco-britannique, la planification permet de prévoir ce qui, le jour où un cessez-le-feu sera signé, permettra de tenir ce cessez-le-feu dans la durée et de le crédibiliser. En air, sur mer, par une régénération des forces ukrainiennes et en cas de besoin, par aussi des forces de réassurance que nous avons prévues. Un état-major d'opération est aussi prévu à Paris. 200 planificateurs sont déjà mobilisés. Comme vous le voyez, la question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret? Ça n'est pas simplement quelque chose de concret. Ce sont des centaines de militaires qui sont déjà mobilisés. C'est un état-major qui est bâti. Ce sont des décisions et des planifications déjà prises. Nous sommes convenus de renforcer notre partenariat aussi contre la flotte fantôme russe et pour lutter contre le contournement des sanctions et réduire les revenus pétroliers de la Russie, ce qui est essentiel dans la période. Au-delà de l'Ukraine, nous avons la même approche sur le Proche et Moyen-Orient, appeler à la cessation des hostilités, à un chemin de paix, mettre fin à l'enchaînement guerrier qui a succédé à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Ensemble, nous avons appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération de tous les otages. C'est l'urgence absolue pour mettre fin au calvaire des otages et à celui des Gazaouis. La continuation d'une guerre sans fin et sans objectif stratégique fait peser une menace grave pour la région et pour notre sécurité collective. Elle est aujourd'hui le lieu d'une déshumanisation que rien ne peut justifier. Ensemble, nous savons la nécessité d'offrir un chemin politique. Et je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Notre sommet a aussi permis d'acter notre convergence retrouvée 9 années après le Brexit et je soutiens pleinement les efforts du Premier ministre Starmer pour restaurer la confiance, assurer le respect des accords conclus avec l'Union européenne et renforcer ce cadre par des coopérations ciblées et d'intérêts communs. À cet égard, je me réjouis que nous ayons pu, le 19 mai dernier, définir une feuille de route pragmatique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'énergie, le climat, la défense, les normes sanitaires et phytosanitaires et la mobilité des jeunes. Aujourd'hui, nous déclinons cette reconvergence, ce reset, au niveau bilatéral. D'abord, dans le domaine économique, nos échanges commerciaux excèdent leur niveau d'avant-Brexit. Nous sommes le 3e et le 4e investisseur l'un chez l'autre, et les 3500 entreprises françaises présentes au Royaume-Uni y demeurent le 2e employeur étranger. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre nos universités, nos centres de recherche, en intelligence artificielle, sur le quantique, et nous renforçons et ancrons aujourd'hui notre partenariat dans 2 autres secteurs clés. Le nucléaire civil d'abord. EDF réalisera les 2 réacteurs nucléaires EPR de Sizewell C et y investira à hauteur de 12,5% du capital de la société projet. C'est bon pour la décarbonation de l'économie britannique, c'est bon pour sa sécurité énergétique, pour l'emploi et pour les compétences. Et c'est bon pour EDF, qui développe ainsi la technologie EPR, comme pour le site de Sizewell, qui bénéficiera des efforts de série et des effets d'échelle qui sont issus des réacteurs d'Hinkley Point. Le deuxième domaine économique
et celui du spatial. Le gouvernement britannique participera à l'augmentation de capital d'Eutelsat, venant s'ajouter à l'augmentation que nous avons annoncée le 19 juin, ce qui porte le montant total à 1,5 milliard d'euros et permet à nos partenaires britanniques de conserver au même niveau leur part dans le capital de l'entreprise. Nous soutenons ainsi le plan stratégique de croissance d'Eutelsat, le développement de sa constellation LEO et renforçons notre partenariat européen en matière de connectivité spatiale. Dans ces deux domaines, le nucléaire civil et le spatial, qui sont deux domaines d'avenir, ce sommet permet des avancées massives. Et puis dans le domaine culturel, et c'est avec 300 000 Français installés au Royaume-Uni et les 150 000 Britanniques en France un enjeu important de notre relation, nous avons eu le plaisir ensemble d'annoncer hier le prêt et l'exposition au British Museum de septembre 2026 à juillet 2027 de la tapisserie de Bayeux, qui est sans doute l'œuvre la plus symbolique de notre histoire partagée, et dans le sens inverse du trésor de Sutton Hoo et d'autres œuvres insignes du patrimoine britannique qui seront exposées à Caen et à Rouen. Tout sera mis en œuvre pour assurer la protection de ces trésors nationaux. J'espère même face aux tentatives de déstabilisation de Larry le Shah. Et le processus sera étroitement suivi par des experts pour veiller à la conservation des œuvres. Nous avons enfin convenu de renforcer nos efforts ensemble pour lutter contre les trafiquants de migrants en Manche et maîtriser l'immigration clandestine. Vous l'avez longuement évoqué, Monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu essentiel pour nos deux pays. Dans le cadre des accords de Sandhurst, nous avons mis en place une coopération exemplaire, avec des résultats conséquents, notamment la quasi-extinction des tentatives ferroviaires ou en transport routier via le tunnel. Et rappelons-nous, il y a quelques années, c'était l'objet de commentaires quotidiens. Nous avons réussi à justement réduire complètement ces voies. Nous avons réussi à prévenir beaucoup mieux qu'avant les départs de small boats, mais les moyens humains et techniques que nous engageons, en effet, n'ont jamais été aussi importants. Néanmoins, nous constatons depuis janvier dernier une hausse des traversées illégales avec des modalités nouvelles, celles qu'on appelle les taxi boats, les passeurs prenant toujours plus de risques pour faire ces traversées et faisant courir davantage de risques à ces personnes qui fuient la misère dans leur pays. C'est en effet l'adaptation permanente face au renforcement de nos contrôles. Nous mobilisons en effet aujourd'hui plus de 1200 forces de sécurité et d'intervention. C'est un problème des deux côtés de la Manche, outre la tension que cette situation génère dans nos territoires du Nord comme sur vos côtes. C'est pourquoi nous allons renforcer notre action partagée sur plusieurs fronts. D'abord, il faut comprendre que depuis le Brexit, et je le dis aussi avec honnêteté parce que je sais que ce n'est pas votre cas, Monsieur le Premier ministre, mais beaucoup de gens dans votre pays ont expliqué que le Brexit permettrait de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine. Simplement, c'est depuis le Brexit que le Royaume-Uni n'a plus aucun accord migratoire avec l'Union européenne. En effet, il n'existe donc, pour les candidats à la traversée, ni voie d'admission légale alternative, ni dispositif de réadmission à l'issue d'une traversée. Et la situation actuelle crée en réalité une incitation à réaliser la traversée. C'est donc l'exact inverse de ce qu'avaient proposé, plutôt promis, les Brexiteurs. Nous avons trouvé aujourd'hui, grâce à la proposition de nos ministres de l'Intérieur et à leur travail toutes ces semaines, un accord politique de principe pour tester justement ce projet pilote qui exercera un effet très dissuasif sur le modèle des passeurs et sur les traversées. D'une part, en ouvrant une voie d'admission légale pour des personnes ayant des liens de connexion avec le Royaume-Uni, d'autre part, en prévoyant la réadmission de ceux qui réussissent la traversée, selon le principe du 1 pour 1. L'accord sera signé dès que les procédures de vérification juridique seront achevées, y compris celles de la Commission européenne, qui sont nécessaires s'agissant d'un enjeu lié à une frontière extérieure de l'Union européenne, pour qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus rapide. Deuxièmement, concernant la doctrine d'intervention maritime sur laquelle nous travaillons, en effet, elle vise à mieux partager le renseignement, à mieux lutter contre les filières de passeurs et à agir sur la globalité du dispositif maritime en intégrant étroitement les dimensions relatives à la lutte contre l'immigration clandestine et au sauvetage en mer. Troisièmement, nous allons intensifier notre coopération conjointe vers les pays d'origine et de transit.
tout au long des routes migratoires, dans la lutte en amont contre les réseaux de passeurs pour dissuader les départs et agir sur les retours. Nous travaillons sur le début du parcours dans les pays de départ en s'attaquant à la racine du problème. Et la task force britannique sur cet enjeu, lancée au sommet de 2023, fonctionne à plein. Et nous avons eu des premiers résultats avec l'Irak et nous poursuivons avec d'autres pays. Enfin, Monsieur le Premier ministre a confirmé la mobilisation totale de son gouvernement pour traiter justement les facteurs d'attraction de migrants illégaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail illégal et le séjour irrégulier. Je l'en remercie vivement et notre sommet de ce matin a permis de revenir sur toutes ces actions. Vous l'avez compris, c'est donc des décisions fortes, nouvelles, en profondeur que nous prenons pour lutter contre ces réseaux et cette immigration clandestine et permettre justement d'assurer pleinement la sécurité dans nos deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en complément des propos de Monsieur le Premier ministre, je voulais ici redire. Mais laissez-moi terminer en exprimant toute ma gratitude à votre endroit, Monsieur le Premier ministre, pour ce sommet et nos décisions. Et vous l'avez dit, je crois que tout ça, c'est une confiance que nous avons rebâtie plusieurs années après le Brexit. C'est une confiance entre nos gouvernements, entre nos deux nations et entre nous. Et je crois profondément aux actions que nous sommes en train de conduire. Les derniers mois, d'ailleurs, l'ont montré quant à la coalition des volontaires que nous avons lancée ensemble. Et je crois le montreront sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Et au fond, par ces décisions et ce sommet, nous commençons d'illustrer, de donner un contenu à ce que Sa Majesté le Roi a voulu et annoncé il y a quelques jours, cette entente amicale. Nous lui donnons un contenu et nous dessinons ensemble cet avenir. Je crois profondément que cette formule est la bonne. C'est pourquoi nous avons décidé de l'adopter et ensemble d'avancer sur ce chemin de l'entente amicale main dans la main. Merci beaucoup. Thank you very much, Emmanuel. We've now got a number of questions from both the French media and the British media. I'm going to start with Robert Peston, ITV. Robert. Hello, it's Robert Peston, ITV, as you said, Prime Minister. Prime Minister, can a pilot that will see relatively few expulsions each week really have any serious deterrent effect when there are about 800 a week on average currently crossing the Channel? Monsieur le Président, pourquoi est-ce que votre police ne fait pas plus pour empêcher les demandeurs d'asile de traverser la Manche? Après tout, vous avez reçu 700 millions de livres du gouvernement britannique. And then if I may, to both of you, I don't know if this is a lighter note or not. Especially one question, we're on Well, the third one, be very brief. It's become a I tradition. think it's not completely unfair to say that you are sort of members of the slightly beleaguered class of centrist leaders, and I wondered if you'd shared any survival tips with each other. Robert, thank you very much for your question. Firstly, on the returns pilot, the first thing to appreciate is this is groundbreaking because this is a scheme intended to break the model and to make it clear that if you cross in a small boat, then you'll end up where you started. And the purpose of that is a pilot to break the model, and therefore, obviously, the numbers, if successful, will ramp up, but it's a pilot to break the model. That is the whole point of it. It is groundbreaking, and it's no wonder that for years, British governments, previous governments, have been trying to secure a deal like this, a returns agreement like this, because all governments have realised just how important it is. And we've now been able to agree it, and we've agreed it because we have cooperated, collaborated through serious diplomacy to get an outcome which is best for both of our countries. And so I'm very pleased that we've been able to agree this here today. Manuel. Merci beaucoup pour votre question. La première chose, je l'ai dit, nous travaillons efficacement et nous avons des accords qui sont déjà solides. Je ne voudrais pas que s'installe l'idée que nous ne faisons pas notre travail ou que nous gaspillons de l'argent britannique. Je veux d'ailleurs vous rappeler que lorsque vous mettez un pound, nous mettons 3 euros. Et donc, nous mettons beaucoup d'argent pour défendre la frontière, qui est une frontière extérieure de l'Union européenne. La deuxième chose, nous avons éteint des voies de passage. La voie terrestre,
la voie ferroviaire et beaucoup réduit celle de ces small boats qu'on évoquait. Simplement, les passeurs s'adaptent et nous devons adapter notre réponse. Ensuite, je le rappelais, nous devons surtout adapter la réponse au Brexit. C'est qu'on a vendu au peuple britannique un mensonge, qui est que le problème, c'était l'Europe. Simplement, en laissant un vide juridique, le problème, c'est devenu le Brexit. Et avec votre gouvernement, nous sommes pragmatiques et nous apportons, pour la première fois depuis 9 ans, une réponse. Une réponse pour permettre que des gens qui ont des liens que vous voulez prendre, qui sont utiles pour votre pays, soient admis légalement, sans prendre le moindre risque, et pour aider à ce retour, justement, avec le principe du 1 pour 1, des gens que vous ne voulez pas, qui n'ont pas de retour. Et en faisant nous, c'est toute la difficulté qu'il y a derrière ce projet pilote. C'est aussi pour ça qu'on a tout ce travail avec l'Union européenne. C'est qu'il nous faut faire fonctionner les accords de Dublin. Parce qu'en aucun cas, la France ne va récupérer les gens que vous ne voulez pas. On doit ensuite, nous, faire fonctionner les accords avec les pays de première entrée. Parce que la France ne peut pas devenir le réceptacle des gens à qui vous ne donnez pas l'asile. C'est normal, vous feriez comme nous. Et donc, on doit nous faire refonctionner nos accords. Pour ça qu'il faut qu'on ait la coopération des Espagnols, des Italiens, des Grecs, et vous nous aidez à l'obtenir. Voilà, donc je crois que c'est un bon accord. On fait le travail, on a des résultats, on doit s'adapter, on ne laissera rien faire. Et je veux le redire ici aussi, ce qu'on a réussi à obtenir, par exemple, avec l'Irak ces derniers mois, ensemble, par notre task force commune, est très important, parce qu'à la fin, un tiers des clandestins, des immigrants illégaux qui sont sur l'espace de Schengen sont des gens qui veulent accéder à votre territoire. Et donc, le clé de la réponse, c'est évidemment ce qu'on fait à notre frontière commune. Mais c'est réussir à avoir une gestion préventive avec les pays de départ et les pays de transit, et réussir à éteindre les raisons pour lesquelles ils veulent traverser. Et donc, exactement ce que votre gouvernement est en train de faire sur les cartes d'identité, sur la lutte contre le travail illégal, parce que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas l'asile chez nous, d'ailleurs. Ils le veulent chez vous. Voilà. Donc, on travaille sérieusement, loin de toute démagogie. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question, qui est que je crois profondément que notre responsabilité dans ce moment, d'abord, c'est de toujours en revenir aux faits, à la science, à la complexité du monde, et d'expliquer ce que nous faisons, et d'expliquer que, face à ça, on peut avoir des désaccords politiques, les uns avec les autres, mais qu'il ne faut jamais céder à la tentation des populistes, qui généralement est un déni de science ou un travestissement des faits. C'est ça qui nous distingue des autres. Et ça, je crois que c'est vraiment un cœur de doctrine qu'on ne doit pas abandonner. Ensuite, c'est la conviction que la réponse à nos problèmes, qui sont de plus en plus complexes, passe par la coopération. Une approche européenne, une coopération. Là où les populistes vous ont souvent vendu une réponse qui passe par le repli nationaliste. Est-ce que les problèmes budgétaires, les problèmes d'immigration clandestine, les problèmes de croissance de la Grande-Bretagne d'il y a 9 ans ont été réglés par le Brexit? Non. Ils sont en train d'être réglés par un gouvernement qui veut se réengager avec ses partenaires de confiance et avec l'Europe. Et c'est ça la responsabilité de gouvernements comme les nôtres. Enfin, vous savez, je ne me suis jamais senti isolé, parce que je me souviens très bien du jour où j'ai été élu. C'était quelques mois après le Brexit, quelques mois après la première élection du président Trump, et dans un moment où on disait « c'est fini pour tous les gens qui sont progressistes, qui ont une vision du monde complexe ou qui osent mettre le drapeau européen sur une estrade ». L'élection de 2017 avait montré le contraire. Je souhaite à beaucoup de dirigeants européens de continuer à gouverner en expliquant à leur peuple la vérité des choses, la complexité du monde, et en proposant des solutions, je crois, d'avenir. Et au fond, en portant de l'espoir. Nos sociétés, sinon, vont complètement se replier sur elles-mêmes. Ce qui n'est ni la solution à nos problèmes, ni ce qui permettra à nos jeunesses de regarder de l'avant. Donc je suis plutôt, au contraire, très optimiste. Robert, just on the third bit of your question, it is the mission of this government and my mission to re-engage and to re-establish our place on the global stage through cooperation, serious, a quiet diplomacy to get results for the British public. And that's the way we've gone about our business, and that is exactly how we've come to the agreement we have today on the returns agreement. But can I just add to something Emmanuel said, because I think this is really important, because irregular migration is a serious problem across the world, across Europe. It is a common problem for all European countries. It is now on the agenda of practically all European meetings in a way it simply wouldn't have been years ago, but it requires a serious
pragmatic response, not the politics, the performative politics of the easy answers. And it is very important that we are able to show collectively, the two of us as leaders of two great nations confronting this threat, that social democracy can prevail and provide the answers to these serious problems, because otherwise the easy answers get an airing. And it is of some significance, I think, that whilst we have been working hard to get the returns agreement, others have been simply taking pictures of the problem. And that is where the politics is. It's this, we have to show that pragmatic politics is the way to deliver the results which matter for both of our peoples. It is important to the UK and to France, but it is really important in this age that we show that social democracy has the answers to the threats that we face across Europe and across the world. Thank you, Robert. I'll go to Stefan, please, from The Times. Thank you, Prime Minister. Stefan Bocher from The Times. Firstly, are you able to give a guarantee that this deal will not be caught up in the courts and will not become another Rwanda that never happens? And secondly, how will the 50 or the roughly 50 people a week who are sent back, how will they actually be chosen from the UK? I mean, there's 800. How are you going to choose just the 50? And Mr. President, how committed are you to making sure that this pilot scheme actually becomes a full-blown scheme and that the numbers dramatically increase? And just lastly, if I may, you said during your opening address that since January the numbers have dramatically risen, and they have. Whose fault is that, yours or the man standing next to you? Stefan, firstly, in response to just the last bit of your question, we both have a responsibility together to solve this. And one of the problems, to my mind, in the past has been the finger-pointing, the blame game, the megaphone politics, which has achieved precisely nothing on this and many other issues, which is why we've never engaged in it. It is why the EU-UK reset was a success, because I said at the outset we're not going to engage in the politics of finger-pointing, blaming, and going to the nearest microphone to disparage our partners. And it's exactly the same approach that I take with Emmanuel on this issue. It is both of our responsibilities. I'm not going to descend into this issue of the politics of the past, which really didn't work and didn't deliver for the United Kingdom and didn't deliver for France or the EU. On the question of the pilot itself, it will be operationalised in coming weeks, so that is a good thing. It is, of course, a pilot. It is there to prove the concept that if you come over by small boats, then you will be returned to France. Of course, being a pilot, it is very important that it works, and we need to make sure that it does work. And if it works, what it does is break the model, and that's the only way in the end to stop this vile trade. And so that's why this is a real breakthrough moment today. As I say, many governments have tried to get this far and have failed to do so. In terms of those that will be returned, I'm not going to go into the details of that because that has the potential to undermine how this will operate. But it is important that we see this for what it is, which is a real breakthrough in the way that we tackle the vile trade of people smuggling. Manuel. No, I totally agree. No finger pointing, and we work closely together. And the only way to be efficient is to work together, because you should not underestimate the impact this situation has on the northern part of France. And I think it's very often underestimated in your domestic debates. But it's not a gift for Calais, Dunkirk, and a lot of cities in France to have all these illegal migrants. And even when you go to these migrants and offer them asylum in France and some solutions, they just refuse. They want to cross the channel. So we have no other options than working closely together. And this is not an easy situation for French people and all the cities. And I want to thank all the mayors and population of north of France for their contribution to this common work. Second, what is very important to understand is this is a collaborative, cooperative, and comprehensive plan, working from the origin country, the increasing and the adaptation of our bilateral action, and the fight against precisely this illegal situation on your soil. And this is the efficiency on this new plan, and I'm totally committed to make it work, because this is clearly our willingness and our common interests. And this pilot project, I wanted to insist on one point. This is a deterrence effect.
And beyond the figures you mentioned, the point and what we want to do is precisely to have this deterrent effect vis-à-vis all these smugglers and all the traffickers in order to send a message that we are efficient and they have no more interest to try to play with the rules. Thank you so much. I'll go now to Christelle, if I may, from France Television. Président, la première question s'adresse à vous. Vous envisagez donc une réponse rapide des deux pays en cas de menace extrême à la sécurité de l'Europe. Alors qu'entendez-vous par menace extrême? Et est-ce que l'Ukraine ferait partie du périmètre d'intervention si une force de réassurance est mise en place? Question maintenant au Monsieur le Premier ministre. Quelle forme pourrait prendre la coordination entre les deux pays? Avec quel type d'opération? Et puis, comment pourriez-vous arbitrer entre votre engagement vis-à-vis des États-Unis et votre engagement vis-à-vis de la France? Je vous remercie. Je vais d'abord faire le distinguo. Merci pour votre question. Quand on parle de force de réassurance à l'égard de l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec la doctrine que nous venons d'évoquer. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous avons avec l'Ukraine un plan qui est d'abord l'aide d'armes, de capacités, de soutien, de formation à court terme. Ensuite, le jour du cessez-le-feu, nous avons mis en place un plan, et c'est tout le travail qui a été fait par nos deux chefs d'état-major des armées, qui est précisément d'organiser la coalition, les 30 pays qui sont partenaires, et de voir dans les airs, sur mer, pour régénérer l'armée ukrainienne, comment justement pouvoir tenir ce cessez-le-feu. Et au-delà de ça, nous avons un schéma de force de réassurance qui est de pouvoir envoyer un signalement stratégique. Ça, c'est une chose. Totalement à côté de ça, ça n'a rien à voir, nous avons décidé de coordonner nos doctrines nucléaires de manière totalement inédite. À ma connaissance, il n'y a pas deux pays au monde qui ont une telle intimité sur leur doctrine nucléaire désormais. Mais je l'ai dit, d'abord, ceci n'enlève rien à l'ambiguïté stratégique qui va avec nos doctrines nucléaires. Pourquoi je ne répondrai jamais à votre question dans les termes avec lesquels vous me l'avez posée? Parce que c'est ce qui va avec l'effet dissuasif et la crédibilité de notre doctrine nucléaire. Ensuite, parce que nous avons décidé d'une coordination, d'échanges stratégiques, de partenariats aussi opérationnels et capacitaires. Mais l'un comme l'autre, nous restons pleinement souverains et indépendants dans le déclenchement et le pilotage de nos capacités nucléaires. Donc je veux vraiment distinguer les sujets, parce que je crois que sinon, ça créerait une confusion qui serait nuisible à tout ce qu'on a fait. Ce sont deux exercices totalement distincts. Mais au fond, nous expliquons qu'on a des doctrines, chacun pour ce qui nous concerne. La doctrine française est connue, je l'ai réaffirmée il y a maintenant plus de 3 ans sur ce sujet. Mais à côté de ça, on met en place cette coordination qui n'enlève rien à notre indépendance. Et ceci est totalement distinct de ce que nous faisons sur l'Ukraine. Thank you very much. Just on the nuclear agreement that we've reached today, it is truly historic. Now, I understand why there's a lot of focus and attention on the irregular migration agreement that we've reached today. That is in itself extremely important. But I would say the nuclear agreement that we've reached is equally important and significant and historic because we are the 2 nuclear nations in Europe and we've agreed to take an incredible step forward this morning in relation to how we coordinate our capabilities in support of Europe and in support of NATO. And that is a historic moment for both of our countries, a historic moment for Europe and for the world. And you ask about the US and Europe. I have no doubt in my mind that NATO has been the single most effective military alliance ever, and for decades has allowed us to live in peace. And it is our responsibility not just to look back and celebrate that fact, but to ensure as joint leaders that we take forward and make sure that that is there for many, many years to come. The way to do that, as I've argued many times now, is for Europe to step up and do more. For Europe to do more in its own collective defence. Partly that's to do with financing, of course, and we had the agreement at NATO just 2.5 weeks ago, but it's more than that. It's about coordinating and cooperating. And Emmanuel and I have been talking deeply about this for some time now. How do our 2 countries show the leadership that is required? That is why we took the step we did with the coalition of the willing, to ensure that
Europe could see that there were two countries prepared to step forward on this. We do the same in relation to nuclear, in support of that wider argument on defence across Europe. So, as I say, I absolutely understand, because it's such a huge challenge, why irregular migration is the focus very much of the outcome of this summit. But don't underestimate just how important the nuclear coordination and cooperation is as well, in terms of the history of the defence of Europe. Thank you. And I've got Thomas from RTL. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, vous avez dit aux Français que face à cette nouvelle menace, à cette nouvelle donne, il fallait faire des efforts. Demain, le chef d'état-major des armées, à votre demande, présentera l'état de la menace. À quoi faut-il s'attendre? Quel type d'efforts devront faire les Européens et les Français en particulier? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que certains soient mobilisés dans une forme de réserve, par exemple? Et Monsieur le Premier ministre, le président Macron tout à l'heure a appelé à une reconnaissance commune de la Palestine. Quel est votre regard sur cette reconnaissance? Où en êtes-vous dans votre réflexion? Et quand, tous les deux, allez-vous prendre cette décision? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez raison de rappeler en effet que face à la situation, j'avais, il y a quelques mois, appelé les Français à ce sursaut, cette prise de conscience, mais à la nature du risque. Ceci n'a pas changé. À la fois parce que nous devons continuer d'aider l'Ukraine, qui est aux avant-postes, parce que la menace russe est là, et parce que la détermination russe est là aussi. Et vous avez, sur le sol européen, géographiquement c'est le cas, à la frontière de l'Union européenne, à quelques milliers de kilomètres à peine de Paris, une puissance dotée du nucléaire qui aujourd'hui alloue 40% de son budget à un effort militaire et qui, à marche forcée, construit des capacités dans tous les domaines du jeu. Et dont rien n'indique qu'elle n'a décidé de s'arrêter à ce qu'elle s'est d'ailleurs fixée pour elle-même et de manière momentanée comme le déclenchement de la guerre. Mais la Russie n'a jamais tenu ses engagements depuis le début. Donc oui, nous devons faire face à ce risque, qui n'est d'ailleurs pas le seul, parce qu'à côté de ça, la menace terroriste demeure, parce que nous avons d'autres formes de conflictualité qui existent, parce que la menace maritime, cyber, spatiale est là, avec d'autres grandes puissances. Le chef d'état-major des armées demain expliquera la nature du risque aussi, tous les efforts qui ont été faits à travers les 2 lois de programmation militaire, qui est un effort inédit de la nation française. Parce que nous n'avons pas attendu, heureusement, nous avons commencé dès 2017 par une revue stratégique, puis par une première loi de programmation militaire qui a réparé, une deuxième loi de programmation militaire qui nous permet d'aller plus loin. Mais très clairement, nous devons aujourd'hui réviser notre programmation et notre stratégie. La réviser à la lumière du changement de la nature du risque. Et c'est pourquoi le général Burkhardt, donc demain, fera ses explications, et je m'exprimerai à Brienne, comme il est de coutume, chez le ministre des Armées, dimanche soir, donc la veille de notre fête nationale, pour annoncer quelques décisions stratégiques d'investissement pour l'avenir. Sur la question qui est ensuite posée de mobilisation de nos compatriotes, nous avons fait le choix, il y a maintenant près de 3 décennies, d'une armée de métier complète et de la fin de la conscription. Nous avons aussi fait le choix de la compléter par une réserve. Et dans notre loi de programmation militaire en cours, cette réserve atteint des niveaux inédits, que rappellera d'ailleurs demain le général. C'est quelque chose qui vient épauler notre armée et qui permet de mobiliser des capacités et des compétences dans la société civile et de revisiter ce pacte armée-nation qui est si important. Nous devons et nous allons accélérer sur ce point. Une autre question est celle du service national. Sur ce point, en début d'année, j'ai demandé un travail au ministre, au SEMA. Il est en train d'être finalisé. Il fera l'objet d'études complémentaires durant l'été. Et à la fin de l'été, début de l'automne, conformément au calendrier que j'ai donné en début d'année, je reviendrai vers vous pour pouvoir expliquer les décisions qui seront les nôtres et qui, évidemment, s'inscriront dans la programmation budgétaire qui sera la nôtre. Thank you. Just following on from that, I just want to say a few more words about the Coalition of the Willing, because today we have signed off the mature plans. So we've been in the military planning stage for some months now, intensely amongst a number of countries working together. We have now finalised
the plan ready to be operationalised. And so that's a really important step forward. And I pay tribute to all the planners for having got that work done in that time. I'm absolutely convinced that the work needs to be done now and not after the event of a ceasefire. We've got the headquarters established and up and running in Paris, and there is a command structure in place, which is one of the most important things for any operation. And so that is significant, and I think also significant in the Coalition of the Willing that we had US senators and representation there today. On the separate question of recognition of Palestine, let me start by saying that the situation in Gaza is utterly intolerable. We need a ceasefire. We need aid to go in at volume, at pace, in a way that simply isn't happening on the ground at the moment. And of course, we need the hostages to be released. They've been held for a very, very long time. And so we must get to that. It has been the long-standing policy of the Labour Party and of this government to recognise Palestine as part of the process. And that remains our position, not least because I do not think it's possible to have a lasting peace in the Middle East if we don't have a two-state solution. But the focus now has to be unrelentingly on getting the ceasefire that will allow the space for the politics to take over from the fighting and allow the space for the aid to get in. And for the hostages to get out. And Emmanuel and I, as you can imagine, talk about this and many other issues to align our thinking and walk forward. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Thank you. Merci beaucoup.